Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo bilan de la première moitié de saison. Mardi, on s'est intéressé au top, aujourd'hui on s'intéresse à ceux qui nous ont moins réjouis ou en tout cas moins transcendés. Alors attention, ceux dont je vais parler aujourd'hui ne sont pas tous des flops, il y a 4 flops, mais il y a aussi 2 points d'interrogation, 2 questionnements et une mention rapide. Mais je pense que vous comprendrez très bien là où je veux en venir et donc on attaque direct la vidéo. Flop numéro 1, Valtteri Bottas. Forcément, nous sommes obligés de placer notre ami finlandais dans cette vidéo. Son cas est toujours complexe à analyser, les avis sont toujours très polarisés autour de lui, mais là, pour le coup, sa première moitié de saison n'est pas bonne, pas satisfaisante. Déjà, il y a l'aspect purement comptable. Il a actuellement 79 points de retard sur son équipier et leader du championnat. Il a également pris 9-2 en qualif. Quand Lewis marque en moyenne à peu près 18 points par week-end, Valtteri n'en met que 10. Ajoutez à ça la présence d'une McLaren devant lui au classement et le fait qu'il n'a gagné aucune course cette saison, ça pique. En gros, généralement, soit il est complètement absent, soit il ne fait que 3e. Alors certes, il a eu de la malchance, je pense notamment au fameux coup de Monaco, ça changerait la donne en sa faveur au niveau comptable et mental, je pense aussi au Castellet où il est victime de la stratégie de Mercedes, mais en fait il n'y a pas que ça, il est surtout loin du compte, il y a eu des erreurs. La qualif et le rythme sous la pluie catastrophique à Imola, qui termine en plus dans un accident ultra violent, l'invraisemblable trou noir vécu à Bakou, et bien évidemment l'erreur du départ en Hongrie. Et puis au-delà de ces 3 moments, de ces 3 erreurs, c'est dans la globalité que ça ne va pas. À Bahreïn, Barcelone, Silverstone ou encore Spielberg, ses résultats sur le papier sont plutôt pas mal, plutôt bons, mais il est trop loin du compte. Il se fait passer par une voiture moins forte, il rate une victoire qui lui était promise, je pense notamment à Portimao où il avait fait la pole, bref, il est trop loin, et son seul accomplissement en 11 courses, c'est seulement une pole. Je trouve que ça en dit long. Ce qui le rendait indispensable et intouchable chez Mercedes jusqu'à présent, c'était sa propreté et sa capacité à ramener les points. Mais aujourd'hui que le niveau est plus serré et que la difficulté augmente, il s'écroule comme s'il tirait sur la corde et qu'il arrivait au bout. On n'a jamais attendu de lui qu'il rivalise directement avec Max et Lewis, quoique on aimerait qu'il soit plus proche d'eux, mais ce qu'on voudrait au moins, c'est qu'il ramène les meilleurs points possibles derrière ces deux hommes, et cette saison, sur la moitié des courses, il ne l'a même pas fait. Aujourd'hui, en plus, Mercedes a besoin de lui pour le constructeur, mais il n'a que 4 points d'avance sur un Pérez qui évolue dans un contexte plus compliqué et plus récent. Ce n'est clairement pas assez, il n'a pour le moment pas rempli son rôle, bien qu'il se plie toujours à ce qu'on lui demande. Enfin bref, en un mot comme 100, la première moitié de saison de Bottas est insuffisante, décevante. Dites-moi ce que vous en pensez et comment vous voyez la fin de saison pour lui. Peut-il se relever? Peut-il aller chercher une victoire? Pas sûr. Peut-il sauver son siège? Dites-moi tout. Flop numéro 2, Daniel Ricciardo. Lui aussi fait forcément partie des noms qu'on cite dans une vidéo flop, et pourtant je ne m'y attendais pas du tout, je le voyais survoler le midfield avec sa McLaren. L'Australien de 32 ans avait rejoint les Anglais dans un transfert choc pour s'offrir un nouveau défi avec l'écurie qu'il pensait le plus à même de lui offrir la machine adéquate. Le fit semblait parfait, mais il y a un problème. La voiture et l'écurie sont bien présentes, mais pas Daniel. Au-delà de l'aspect comptable et de l'énorme écart de 63 points qui le sépare de l'exceptionnel Norris, c'est surtout l'aspect visuel qui fait mal. On a l'impression qu'il est vide, sans solution, sans la moindre dose de confiance en lui-même ou envers la voiture, alors que le potentiel des deux entités est bien réel. Cela devrait cliquer, mais ça ne clique pas pour des raisons que personne ne s'explique, même pas lui. Après 11 courses, ce n'est pas des questions d'adaptation, de siège ou de petits réglages. On est sur un problème plus profond que ça. Daniel n'y arrive pas. Alors on l'a déjà vu avoir ce genre de problème chez Renault, donc on va lui laisser du temps, mais déjà c'était moins grave chez Renault, et en plus, à l'heure actuelle, on est obligé de dire que les résultats et l'impression visuelle sont à des années-lumière de l'attente et de la hauteur de l'investissement.
Ce qui le sauve un peu, c'est d'avoir su capitaliser rapidement et d'avoir une voiture aussi forte. Avec ses 50 points, il est dans la première partie de tableau et le bilan n'est pas complètement noir. Il est par exemple 12e de mon classement par note. C'est décevant mais pas honteux. En tout cas, ça ne va pas pour l'instant et face à Ferrari, qui elle a 2 pilotes, McLaren va avoir besoin de Ricciardo. J'espère que Daniel va vite revenir et nous rassurer. Flop numéro 3, Alfa Romeo. Depuis plusieurs années, les résultats d'Alfa Romeo / Sauber sont en chute libre et forcément on ne s'attendait pas à grand chose de leur saison, mais on est quand même déçu. Après une année 2020 catastrophique, ils ont retrouvé un bon moteur et étaient une des équipes ayant récupéré le plus de performances durant l'hiver. Problème, ils n'en font rien et j'en suis même désespéré. Alors ça va un petit peu mieux, ils sont pas si loin, il y a eu des courses où c'était bien, je pense à Imola, à Monaco ou bien à Barcelone, mais ce n'est jamais assez. Et surtout, il y a toujours un détail de la performance, de la stratégie des pilotes qui manque et qui me fait dire qu'à l'heure actuelle, Alfa Romeo est en dessous du niveau que demande la Formule 1, sans manquer de respect à personne et sans prendre plus d'importance que je n'en ai. Ils sont décevants et il y a des erreurs qui coûtent cher. La procédure de relance de Kimi à Imola, l'unsafe release en Hongrie, la stratégie ici et là. Ils ne capitalisent jamais et restent toujours enlisés, mous, fatigués, frustrants. Je pense aussi que cela vient des pilotes. Vous connaissez mon avis sur les deux. Je pense assez simplement que le duo est trop faible par rapport au niveau du plateau. Ils peuvent réussir des coups, mais Giovinazzi est encore trop tendre, surtout le dimanche, et Kimi manque toujours une étape dans la globalité du week-end, ce qui le fait souvent tomber court. Aujourd'hui, l'écurie est 9e avec 3 points en 11 courses, derrière Williams. Seul Haas fait pire. Ça fait très mal et le cirque qu'ils ont produit en Hongrie doit pour moi être la sonnette d'alarme. Stop, c'est bon, la chute dure depuis trop longtemps. Il faut des changements, se remettre en question, apporter du sang frais, je ne sais pas, mais il faut sortir de la catastrophe actuelle. Flop numéro 4, Aston Martin. En parlant de déception, en voilà une belle. Aston Martin affichait de grosses ambitions, avait fait de gros choix, parlait beaucoup, voulait viser très haut et se retrouve 7e du général, très loin du compte. Déjà, ils ont commencé en pleurant sur les changements réglementaires, culottés vu leur défense lors des attaques l'an passé et agaçants vu qu'ils ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et puis surtout, pour une écurie à grande bouche qui annonçait des victoires incessamment sous peu, ils ne sont même pas capables de jouer la 3e place du général et commencent à accumuler les points de retard sur la 5e et sur la 6e. Dès le début, on a vu que cet Aston était limité. J'ai en tête le désastre de Portimao, mais surtout un sentiment plus global d'impuissance et de manque de performance, symbolisé par 2 chiffres, une 8e place comme meilleur résultat en qualif, c'est maigre, et 9 courses où ils n'ont pas inscrit plus de 4 points. Si on enlève Monaco et Bakou, qui sont des circuits très particuliers, où il y a eu en plus des circonstances de course incroyables, notamment à Bakou, Aston Martin n'aurait marqué que 16 points depuis le début de l'année. 32 de leurs 48 points ont été inscrits sur 2 courses, soit 2 tiers. Généralement, c'est pas un bon signe. Ça veut dire que leur niveau de performance globale est clairement limité. Pour moi, la place des deux voitures est entre les positions 8 et 14. Ils sont une écurie du 2e midfield. Ils ne marquent des points que le jour où leur voiture est dans une super forme et où en plus les autres ont des petits ennuis devant. La 2e place hongroise pourrait inciter à l'optimisme, mais elle est due à beaucoup de faits de course, et surtout il y a cette invraisemblable erreur de ne pas avoir surveillé la consommation d'essence et de perdre 18 points précieux. Non vraiment, je ne suis pas satisfait, j'estime qu'Aston n'a pas fait du bon travail sur la première partie de saison, entre la performance pure, les résultats et les erreurs, c'est franchement pas bien du tout. Et en plus, si on enlève le podium miracle et époustouflant d'un très bon Vettel, eh bien, on serait pas loin du désastre. Côté pilote, j'ai parlé en bien de Vettel hier et je réitère, il va mieux, il est plus régulier et récemment il montre qu'il est devant. Malgré tout, pas de quoi sauter au plafond et on peut se demander s'il fait une différence si incroyable et vitale que ça vis-à-vis de Lance Stroll.
Stroll justement, qui a pour moi été le pilote le plus moyen de la saison. Au début c'était pas mal, il a ramené quelques points, mais ensuite il a un petit peu disparu, et depuis, eh bien on a le droit à des vagues, mais des vagues de faible intensité. Jamais de gros trous, mais jamais non plus de quoi bien surfer. À mon sens, il est juste trop irrégulier et trop moyen. Il peut sortir un coup une fois sur 20, mais dans la globalité et la continuité, je continue de trouver que ce n'est pas encore assez. Il est lui aussi une de mes déceptions de la saison jusqu'ici, et quand on additionne tout bout à bout, ça fait un tableau plutôt morose pour Aston Martin, qui va devoir maintenant limiter la casse, tenter de remontrer un meilleur visage, et surtout se focaliser sur 2022. Point de discussion numéro 1, les rookies. Comme je vous le disais, dans cette vidéo, il y a 2 points qui ne sont pas des flops, mais des questionnements. Le premier concerne les rookies, comment se passe leur début. Pour Mazepin, il y a quand même peu de choses à dire, il est assez aisément le pire pilote du plateau, et ce même quand il ne fait pas d'erreurs ou d'actions répréhensibles. Mon problème, ce n'est pas tant les erreurs ou les crashs, car quand on regarde bien, ils sont devenus un petit peu inexistants depuis la 2e course. Non, pour moi, le gros problème, c'est son rythme. Il prend des pilules en qualif et en course par un autre rookie. Il est simplement trop loin du niveau global, mais il a stoppé les accidents et les manœuvres douteuses, il est plus discret et il commence à récolter quelques fruits. Il a terminé devant Mick à Silverstone, il est plus propre que l'allemand et il prend des doudounes de moins en moins grosses. On sent une petite adaptation, même si le chemin à parcourir est encore énormissime et que pour l'instant, on est obligé de dire que ce n'est pas bon. Schumacher lui fait des débuts mitigés. D'un côté, c'est super réjouissant, en dominant son équipier, en proposant une image fraîche et sympathique, en se montrant à l'écoute et en prenant cette année pour une formation, il séduit. Forcément, avec sa Haas, il n'a pas pu marquer de points, mais il y a eu de beaux moments et de belles performances, je pense notamment à Barcelone, à Portimao ou à Budapest. C'était très bien et très encourageant. Le petit problème avec Mick Schumacher, c'est que les erreurs commencent à s'accumuler. Certes, il est là pour apprendre, mais quand on connaît le budget limité de Haas et qu'on voit qu'il leur coûte plus cher que le pilote le plus décrié de tout le plateau, c'est pas joli joli. Il reste quand même largement supérieur aux Russes et j'ai hâte de voir la suite de sa progression. Et maintenant Tsunoda, qui est sûrement le pilote le plus dur à analyser du plateau sur la première partie de saison. Vous trouverez tout type d'avis à son sujet. Il n'y a qu'à voir comment a commencé la saison, c'est très symbolique. Il était survolté et époustouflant à Bahreïn, puis dans le mur et très mauvais à Imola 2 semaines après. La suite est dans le même style avec une irrégularité criante. Un week-end, il est dans le mur et très loin, l'autre, il est très propre et dans les points. La comparaison avec Gasly fait mal, 0,11 en qualif, 18 points à 50 et jamais devant. C'est dur, mais en même temps, Yuki n'est que rookie, faut aussi le replacer dans son contexte. Personnellement, j'ai envie de lui laisser du temps et d'espérer qu'il gommera ses fautes bêtes, comme avoir franchi 2 fois la ligne des stands en Autriche. Ça, Yuki, faut arrêter. Il est surtout trop impatient, c'est symbolisé par ses radios, etc. Par moments, il n'a pas le bon comportement, la bonne attitude pour progresser en F1. En tout cas, j'ai l'impression. Au final, dans mon classement des notes, il se retrouve 13e, mais c'est un petit peu un ovni de par sa voiture, son statut, son âge et ses performances en dents de scie. J'ai vraiment du mal à l'évaluer par rapport aux autres. J'attends donc votre avis et perso, j'ai bien envie d'y croire. Point de discussion numéro 2, Sergio Pérez. L'autre questionnement, c'est la première partie de saison de Pérez. Est-elle assez bonne? Est-elle suffisante? Le bilan purement brut me paraît assez équilibré. Être à 85 points de Max, c'est pas terrible du tout, mais être à 4 de Bottas, c'est top. Avoir gagné une course et fait un podium au Castellet, c'est fabuleux, mais les erreurs comme à Silverstone ou à Imola, c'est pas bon du tout. D'un côté, il semble beaucoup plus à l'aise et fait pour le poste que Gasly et Albon, mais d'un autre, il est loin d'avoir réglé tous les problèmes et d'être irréprochable. Dur donc de dresser une conclusion très franche et je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Personnellement, je dirais qu'évidemment tout n'est pas encore parfait, que parfois c'est pas top du tout,
que parfois je me pose des questions sur lui et sur ce deuxième siège Red Bull, mais quand même il a montré de très belles choses par moments, des choses très encourageantes qu'on n'avait pas vues depuis Ricciardo dans la Red Bull, et vu son niveau, vu son statut et vu le marché, évidemment que Christian Horner a intérêt à le prolonger. Je pense vraiment qu'il peut être le pilote qu'il faut, qu'il en a les capacités et qu'il l'a déjà montré par moments. Le problème c'est qu'après le Castellet, ça s'est un petit peu écroulé. Enfin voilà, j'en attends quand même plus, surtout au niveau de la régularité, et puis il faut arrêter les erreurs, qui coûtent très cher comme il l'a fait, et surtout on a Mercedes qui est revenu devant au constructeur. Red Bull a besoin de Checo, ça veut dire que tous les week-ends il va devoir aller chercher des podiums, et franchement la tâche n'est pas aisée. Mention honorable AlphaTauri. L'écurie italienne reste petite et modeste, donc difficile de dire que leur 6ème place à 9 points d'Alpine qui est 5ème est une violente déception, ils sont même plutôt à leur place. Mais ils avaient pas mal d'ambition, pas mal de potentiel et surtout ils me laissent un petit goût de frustration. Déjà ils sont un petit peu trop limités, ils ne jouent que le fond des points, on le voit car hormis à Bakou et Budapest, Pierre n'a jamais pu s'insérer dans le top 5. C'est d'autant plus frustrant que j'ai l'impression que leur voiture pouvait faire un peu mieux, qu'ils payent cher quelques erreurs et qu'ils ont du mal à concrétiser en course. Si on ne prend que les résultats bruts en qualif, AlphaTauri est largement devant Alpine et Aston et est même très proche de McLaren. Mais en termes de rythme de course, de performance pure et de résultats bruts, il n'y a pas photo, AT s'écroule. Donc je le redis, difficile de les mettre carrément dans les flops ou dans les déceptions, mais voilà, ils me laissent un petit goût de pas assez, j'ai l'impression qu'il y a moyen de faire mieux et qu'eux-mêmes sont parfois un petit peu déçus de là où ils sont au championnat. C'est sur la deuxième partie de mon classement par notes que cette vidéo va s'achever. On y retrouve logiquement les points abordés aujourd'hui et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Vous pouvez faire pause si le cœur vous en dit. Sur ce, si ce contenu vous a plu, pensez au like, au partage et à l'abonnement. Je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment pas des paroles en l'air. Et si jamais vous êtes d'accord, pas d'accord, que vous voulez rajouter ou enlever un flop et d'autres points que j'aurais oubliés, allez-y, l'espace commentaire est fait pour ça et je me ferai une joie de participer au débat avec vous. Allez, on va se quitter là-dessus et sur le fax que m'a envoyé Enzo Ferrari, se réjouissant que Ferrari n'ait pas été cité dans la vidéo des flops. À bientôt.